Nous amorçons la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui le président de la Fondation Ebina, M. Joe Washington Ebina, est notre invité. Merci d'être toujours en notre compagnie. Donc, avant la pause, on se posait la question de savoir comment on va décrisper la tension. Et une chose fondamentale, c'est que j'entends quelques initiatives, ça et là, qui sont quand même dans le sens du dialogue. Les idées, les pistes de sortie, nous les avons évoquées. La société civile a demandé aux acteurs politiques, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, dans un cadre international, sous l'égide de la communauté internationale, d'organiser un dialogue. Sous l'égide de la communauté internationale, un dialogue qui permettrait aux Congolais justement de s'asseoir et de réfléchir sur la situation nationale, à la fois sociale et politique, mais sous la condition de la libération des prisonniers politiques. Tant qu'il y a en prison le général Mokoko, Koumi Salissa et d'autres, cela n'est pas équitable dans la mesure où ceux qui expriment des idées contraires doivent justement se retrouver pour apaiser ce climat. Donc cela est un préalable selon vous? Le préalable est fondamental. Le préalable est fondamental. À quoi ça sert de dialoguer lorsqu'on partage des opinions pareilles? Il faut plutôt dialoguer lorsqu'on a une divergence d'opinion. Et nous considérons que ceux qui sont en prison aujourd'hui incarnent justement cette différence d'opinion par rapport à la gestion nationale. Mais j'ai comme l'impression que le pouvoir et vous êtes assis dos à dos et vous n'allez jamais parler le même langage. Si le pouvoir campe sur sa position, est-ce qu'il n'était pas mieux d'aller à ce dialogue-là et de poser le problème de la libération des détenus politiques à cette occasion? Il faut être pragmatique dans notre réflexion. Lorsque vous parlez d'un pouvoir qui maintiendrait sa position, mais c'est exactement dans le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous constaterez simplement aujourd'hui que le climat social est tendu, le climat politique est tendu. Justement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concertation. Parce que justement, il n'y a pas de dialogue. Le dialogue, justement, est une solution fondamentale pour trouver et sortir le Congo de ce gouffre financier, de ce gouffre politique et social. Voilà pourquoi nous parlons de ce dialogue-là. Mais maintenir ces positions, c'est considérer encore une fois que la République est une propriété personnelle et familiale, ce qui n'est pas acceptable. Mais il y a une chose sur laquelle vous et les acteurs politiques, vous ne vous entendez pas, c'est les chefs d'accusation par rapport à cette personne-là détenue. Parce que vous estimez que c'est des détenus politiques. Le pouvoir estime que c'est des détenus de droit commun. Une chose est certaine, c'est qu'il y a eu des chefs d'accusation énoncés lors de leur procès. Alors, on va s'expliquer. La raison pour laquelle le terme politique est utilisé est très simple. Le Congo-Brazzaville vit dans une gestion politique de certains leaders qui ont qui donnent à la République une vision, une orientation politique. Ceux qui dirigent la République ont des méthodes, ont des programmes politiques, ont une gestion politique. Donc, lorsque certains sont en prison, c'est suite à la gestion de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Leur orientation politique entraîne justement... Mais écoutez... il y a eu des élections au Congo. Suite à ces élections, 2 candidats à l'élection présidentielle sont en prison. C'est quand même un cadre politique, c'est pas un cadre... Non, il y a un raccourci que vous prenez qui ne permet pas de comprendre complètement. C'est un peu comme s'il y a eu l'élection et automatiquement on est arrivé, on a pris 2 candidats, on allait les mettre en prison. On leur reproche quelque chose. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'on leur reproche. On va pas rentrer dans le fond du dossier. On leur reprochait des choses seulement pendant les élections. Pourquoi on ne leur a pas reproché les choses avant les élections? Tous deux ont collaboré avec le président de la République pendant de longues années. Pourquoi des dossiers sont sortis juste pendant les élections présidentielles? Cela montre simplement qu'il y avait une volonté manifeste de les noyer. Mais le problème n'est même pas seulement à leur niveau, le problème est général. Il y a en prison aujourd'hui d'autres collaborateurs ou d'autres personnes qui ont d'autres pensées et qui aussi ont travaillé avec eux. Lorsque l'on n'embrasse pas le dossier des prisonniers politiques et l'on pense que l'on peut sortir de cela, montrez-moi un seul pays à travers le monde où il n'y a pas eu de concertation avec la libération des prisonniers politiques. Partout, pour décrisper la situation, il faut libérer ceux qui sont en prison pour envisager l'avenir. Et tant que cela n'est pas fait, le Congo sera évidemment sous la gestion de certaines personnes qui malheureusement aujourd'hui, vous voyez la réalité congolaise, c'est un gouffre. C'est un gouffre, c'est un mal en point. Dans le dialogue aujourd'hui au point mort, et pour que vous ayez des exigences, il va falloir que vous soyez en position de force. Est-ce que vous pensez que vous êtes en position de force aujourd'hui pour exiger quelque chose du pouvoir et l'obtenir? Parce qu'il faudrait que vous ayez un élément de pression. La réflexion ne se pose pas dans un problème de rapport de force. La raison se pose simplement sur un problème de justice et d'équité sociale. Nous sommes dans une république où la liberté d'expression doit être sauvegardée, où la justice elle doit être partagée à tous. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui ont le monopole de la vérité.
Il est très simple d'être au pouvoir et de s'accaparer de la richesse nationale et de penser qu'on a la vérité. Cela est totalement faux, parce que l'histoire de l'humanité a démontré que, à la longue, ce qui exprime des idées d'égalité, de partage, des idées de justice, triomphe toujours. Et nous souhaitons simplement que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui comprennent que la responsabilité de la gestion publique est une responsabilité commune. Il faut donc associer tous ceux qui partagent une idée parfois aussi contraire. On va évoluer dans cette émission, évoquer un autre cas d'actualité. Le 20 juin dernier, 18 étudiants congolais ont été rapatriés de Cuba. La raison, c'est qu'ils ont manifesté à La Havane pour réclamer le paiement de leur bourse. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Nous sommes outrés. Il faut réexpliquer le contexte. Le gouvernement congolais a décidé pendant une certaine période d'envoyer des jeunes à l'étranger en toute souveraineté pour aller étudier dans plusieurs cadres, dont la médecine. Arrivés là-bas, ces jeunes sont restés pendant plusieurs mois sans bourse, sans fonds, sans argent. Et ces jeunes ont commencé à revendiquer simplement leur dû. Pour la gouverne des téléspectateurs, ils totalisaient 27 mois d'arriérés de bourse. Alors là, donc, comment peut-on accepter que des personnes, des jeunes enfants, des jeunes aillent dans un pays où ils n'ont aucun lien, ne puissent pas revendiquer leurs droits? Mais cela est inadmissible. Je crois que voilà le problème. Au Congo-Brazzaville, nous avons l'impression de renverser la pyramide. Ceux qui ont la responsabilité ne répondent pas. Et c'est les simples étudiants qui, par eux, simplement, ils ont revendiqué leurs besoins, leur survie. Il y avait un problème de survie. Si vous faites une enquête, la majorité, et je ne parle pas simplement de la jeunesse africaine, beaucoup de jeunes qui vont à l'étranger et qui ne reçoivent pas d'aide finissent dans le banditisme, dans la prostitution pour les filles, et si vous voulez, dans un désarroi social, ce qui crée malheureusement une réputation alarmante pour les populations, pour les familles. Nous avons pensé qu'il était inadmissible que le gouvernement se soit plutôt apitoyé sur ces jeunes, qui au contraire n'en fait que ce qui est tout à fait normal. Il est humainement normal de revendiquer ses droits. Alors, si le Congo n'avait pas l'envie ou la possibilité d'envoyer ces jeunes, parce que gouverner, c'est aussi prévoir. Il ne fallait pas les faire sortir de la République. Il fallait les laisser dans leur réalité congolaise. Mais pourquoi les envoyer à Cuba, aussi loin, pour ne pas avoir des fonds? Et comment ils allaient s'en sortir? Non, je pense que c'est irresponsable. Et encore, ceux qui les ont envoyés dans un certain département sont toujours en fonction. Alors à ce moment-là, eux n'ont pas de responsabilité. Non de responsabilité que ceux qui ont été là-bas ont revendiqué leurs droits. Cela est inadmissible. Tout le monde est unanime sur le fait qu'après, quand on totalise 27 mois d'arriérés de bourse, il y a de quoi revendiquer. Maintenant, la méthode de revendication, on peut trouver à redire là-dessus. Nous avons affaire à des jeunes. Nous avons affaire à une génération qui a de la passion. Il est facile de parler de la méthode. Il y a eu évidemment certains déboires. Mais dans le fond, la revendication, elle est logique. Pourquoi 27 mois? Pourquoi attendre aussi longtemps? Pourquoi le gouvernement de la République n'a pas dépêché, après 1 mois, 2 mois, des émissaires pour commencer à apaiser la situation? Il n'y a pas eu de dialogue. Ces jeunes ont revendiqué le manque de dialogue. Ils se sont sentis oubliés. Alors, à ce moment-là, au lieu de trouver des solutions, il faut les rapatrier au Congo et les ramener dans la misère nationale. Écoutez, c'est un problème de responsabilité. Le gouvernement de la République n'a pas été responsable dès le début en décidant de les envoyer à Cuba. On apprend quand même dans le coulisses que certains parents de ces étudiants-là sont allés voir les autorités, les supplier et implorer leur indulgence afin que les enfants repartent poursuivre leurs études. Vous pensez que la démarche, elle est loin? Écoutez, les familles congolaises sont libres, mais je pense que la revendication doit être beaucoup plus poussée. Ce n'est pas de l'aumône. Les familles ne doivent pas demander au gouvernement de la République comme si c'était leur rendre service. C'est leur travail. Et voyez la réalité congolaise. On a l'impression que les populations doivent mendier pour avoir leurs droits. Et cela est un problème. Je pense simplement que les familles devraient simplement revendiquer logiquement. Elles ont le droit, les étudiants ont le droit de revendiquer ce qui leur est dû. Et lorsqu'on regarde au Congo-Brazzaville, une classe dirigeante qui vit dans l'opulence, une famille dirigeante qui vit dans l'opulence, des partis qui vivent dans l'opulence, et lorsqu'on regarde des jeunes étudiants qui incarnent l'avenir de la République, qui malheureusement n'ont même pas de quoi manger, on se demande vraiment à qui profitent les richesses du Congo. Dernière question dans cette émission, vous n'êtes pas acteur politique, mais je me permets quand même de vous demander de porter un regard sur le bilan du président Denis Sassou Nguesso à la tête de votre pays. Écoutez, je vous ramène le bilan par rapport à la situation du FMI.
Si le bilan du président de la République était favorable à l'évolution du Congo, il n'aurait pas fait de demande au niveau du Fonds monétaire international, malgré le fait que le baril du pétrole soit descendu. Le bilan, malheureusement, il est chaotique. Pendant de longues années, le président de la République n'a pas pu. Il y a eu des brins d'espoir. Le mandat de Sassou I avait beaucoup plus de rigueur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons un pays dans un déclin. Nous constatons une population de près de 3 à 4 millions d'habitants où les dirigeants ne peuvent même pas subvenir aux besoins. Pendant que nous sommes à Brazzaville, pendant que nous faisons cette émission, il y a une pénurie d'essence dans la ville. Vous trouvez ça normal? Eh bien non. Les pénuries, il y en a souvent. Il y en a souvent, mais dans les pays pétroliers, il y en a un petit peu moins. Il y a quand même une bonne gestion. Il est possible de mieux gérer la République. Mais malheureusement, le président de la République a un bilan, parce que lorsqu'on regarde l'histoire après l'indépendance, c'est le président qui a eu le plus de gestion, le plus de temps de gestion. Le bilan est catastrophique. Les Congolais ne se soignent pas leur faim. Les Congolais ne vivent pas dans les bonnes conditions. Donc malheureusement, ce n'est pas une bonne chose. Joe Washington Ebina, merci beaucoup. C'était tout pour cette émission. Merci de vous être prêté à cet exercice. Et on va voir l'évolution des choses. Certainement que des bonnes nouvelles viendront très, très bientôt. Écoutez, je vous remercie à la dernière question sur le bilan. Et je voudrais ramener ce bilan à une génération. Nous avons considéré qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le Congo, que la génération qui gère aujourd'hui le Congo devrait plutôt penser à tourner la page. Les Congolais ont besoin d'une nouvelle gestion, une nouvelle rigueur, et que les dirigeants comprennent une chose, que leur seule responsabilité est d'apporter de la solution à ces populations qui n'attendent que ça. Ils vous répondront aussi que pour tourner la page, ça n'appartient qu'aux populations et aux électeurs, n'est-ce pas, non? Je ne pense pas. Tourner la page, ce n'est pas simplement la volonté de ceux qui dirigent, c'est aussi la volonté d'un peuple de se réveiller un jour de dire « il en est assez ». Vous prenez une révolution. Ce n'est pas des soulèvements. Je prône la revendication des droits. Chaque personne qui ne reçoit pas ses droits en tant que citoyen devrait revendiquer ses droits. C'est tout à fait légal, c'est dans notre constitution. Dans la méthode, évidemment, nous sommes dans la non-violence, dans la méthode. Il faut revendiquer, il faut demander des comptes à ceux qui nous dirigent. Sinon, écoutez, si vous êtes dans la ville de Brazzaville, il faut circuler. Nous avons pris l'habitude au Congo-Brazzaville maintenant de placarder dans toutes les ruelles les affiches des morts. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement. Et on ne se soucie pas, mais justement, c'est parce que le système de santé est caduque. C'est parce que la République ne marche pas. Nous prenons une République où il y a plus de responsabilités, où les responsables publics comprennent simplement, je l'ai dit tout à l'heure, leur rôle, trouver des solutions au déclin de la population. Merci beaucoup, Joe Washington Ebina. On aura le temps de se revoir et de poursuivre notre échange. Merci. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre émission. À bientôt.